Bien, bonjour à toutes et tous, donc ravie d'être là. Je suis Camille Vintrop-Boyon, je suis responsable de la coordination des travaux, des groupes de travail et du volet formation à l'association France Ville Durable, bien sûr. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne pour ce début d'après-midi. Alors, on a des petites capsules vidéo à vous présenter en introduction, une capsule de Imatera, donc qui est membre du collège expert de France Ville Durable, dont l'objet, c'est d'accompagner les entreprises à revoir leur modèle d'affaires vers une redirection écologique fondée sur le respect de l'humain et des écosystèmes pour introduire cette thématique sur transformer l'économie pour des territoires résilients. Donc voilà, on peut lancer la vidéo. Bonjour à tous, on m'a donné 2 minutes pour vous présenter un ou plusieurs retours d'expérience réussis dans la mutation de modèles économiques. Mais avant de vous les donner, il est important de comprendre sur quoi on agit pour réaliser ces mutations. Premièrement, on centre les projets sur la raison d'être réelle de l'organisation. En fait, on remet le pourquoi au centre en décrivant précisément les effets souhaitant être générés, et ça, on les détermine avec les parties prenantes de l'entreprise ou de l'organisation en question. Deuxième point, on cherche à sortir du volume qui pousse les organisations à voir leur création de valeur autour du vendre toujours et toujours plus de biens ou de services pour assurer leur pérennité. Troisième point, on travaille la coopération, posture magique, mais souvent bien nouvelle pour les acteurs, pourtant absolument nécessaire pour la création de nouvelles pistes de création de valeur justement et de projets à fort impact territoriaux. Cela, par exemple, a permis à des apiculteurs qui louaient des ruches dans des entreprises de comprendre que la donnée contenue dans le pollen des abeilles pouvait être exploitée de manière bien plus efficiente pour construire des projets de reconstruction de biodiversité plutôt que de chercher à louer toujours plus de ruches possibles ou vendre toujours le plus possible de miel. Mais aussi à une entreprise de distribution de produits pour les cyclistes urbains de passer d'un modèle de vente en volume de produits à une offre d'accompagnement à la mobilité co-construite avec une dizaine de partenaires locaux centrés sur la performance des kilomètres parcourus plutôt que sur le nombre de vélos ou d'accessoires vendus. Ou encore une agence immobilière à revoir complètement son modèle de développement qui était basé uniquement sur la croissance de chiffre d'affaires afin d'axer sa création de valeur sur le bien-être et le bien habité des citoyens de sa zone de travail en coopération avec ses parties prenantes locales. Dans ces projets, nous cherchons en fait à remettre le profit à sa juste place, non pas en tant que cible à atteindre coûte que coûte, mais bien au service de projets avec des impacts sociaux et environnementaux ambitieux. Voilà, alors pour poursuivre le démarrage de cet après-midi, nous avons souhaité donner la parole à l'Association des maires de France. Donc on a le plaisir de recevoir Christian Métairie, donc, qui est vice-président de l'Association des maires de France et maire d'Arcueil. Eh bien écoutez, bonjour chers collègues, bonjour chers partenaires, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité et de l'occasion de me donner la parole. Alors, ça a commencé de façon compliquée parce qu'on m'a dit vous aurez une keynote de 10 minutes. Mais je ne savais pas ce qu'était une keynote. Donc j'ai été regarder ce que ça pouvait bien être. En fait, c'est pour parler du sujet concerné, peut-être introduire et faire avancer. Et donc, j'ai essayé d'écouter ce que les intervenants ont dit ce matin. Je vais essayer de mixer ça à ce que j'avais préparé. J'espère que ça fera un tout compréhensible. Ma première remarque sur ce matin, bien sûr, peut-être le public ici n'est pas un public complètement représentatif. C'est quand même des gens plus intéressés par le sujet. Mais ça m'amène à poser une question. Comme tout le monde est intéressé, comme tout le monde a pris conscience du problème, quand tout le monde a des idées sur comment faire, comment ça se fait qu'on ne soit quand même pas si avancé que ça? Donc je pense que c'est une des questions que nous devons nous poser sur un sujet qui est un sujet d'actualité, un sujet central et un sujet controversé. Sujet d'actualité, je ne reviens pas. Je crois que tout le monde voit bien l'actualité telle qu'elle a été cet été. Actualité qui quand même date de quelque temps et avec déjà des choses qui ont été lancées. Sujet central, moi ce que j'ai ressenti des interventions de ce matin, c'est qu'il fallait que cette question de la transition écologique soit mise au centre de l'ensemble des actions des collectivités, des actions de l'État,
des actions de l'ensemble des acteurs économiques et associatifs. Et puis, sujet controversé, parce qu'on sait bien que, ça a été beaucoup dit aussi, je ne reviendrai plus, mais je pense que tout le monde a bien en tête qu'il peut y avoir des contradictions. Et des contradictions, on peut les voir comme le moteur de l'avancée ou le frein de l'avancée. Et je crois que notre objectif, c'est que ces contradictions qui sont réelles, on puisse les voir positivement et les traiter positivement. Alors, je suis au titre de l'AMF et la première chose que je voulais dire, c'est de vous faire passer un message. Le message, c'est que l'ensemble des maires, l'ensemble des présidents d'intercommunalités et leurs équipes sont aujourd'hui avec la volonté que les questions de transition écologique soient au cœur de leur activité. Et non seulement avec l'idée un peu théorique, mais avec la volonté que ces idées se transforment en la pratique. Nous pensons, et modestement, ne pensant pas qu'on est les seuls, mais nous pensons que beaucoup de choses sont possibles, nécessaires au niveau local. Ça a été longuement répété ce matin et je partage. Bien entendu, il faut que tout se coordonne. Mais le niveau local est un niveau important dans lequel il est parfois plus facile d'expérimenter, il est plus facile de dialoguer avec les habitants, il est parfois plus facile d'avoir des résultats qui se mesurent directement. Alors, une fois que nous avons dit ça, nous avons effectivement des demandes pour être accompagnés et pour y arriver. On a dit ce matin qu'il ne fallait pas en parler, donc je ne vais pas en parler longuement, je vais quand même parler des questions financières. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fonds vert, et 1 milliard, et un fonds sur la transition et sur l'accélération de la transition, important, 1,5 milliard. Et puis, il y a la vie de tous les jours des collectivités, des communes. Et aujourd'hui, nous avons une difficulté à avoir les moyens de travailler correctement. Et l'aide sur les projets d'investissement est une aide très importante, mais on doit aussi avoir les moyens d'un fonctionnement et d'accompagnement de ces projets. Et donc, j'en dirai pas plus, mais je crois que la plupart des élus, voire tous, considèrent qu'il y a quand même une petite difficulté aujourd'hui, comme on est dans la période où on le fait, à préparer le budget 2023 dans des conditions raisonnables. La deuxième chose, je l'ai déjà évoqué, mais je voulais revenir dessus, c'est le besoin d'être accompagné. Parce que, bien sûr, il y a une grande diversité des communes comme des intercommunalités, les communes qui ont 20 habitants, toutes petites, et celles qui en ont 2, pour la plus grosse, les intercommunalités qui ont 20, 30 000 habitants, et celles qui en ont 7 millions. On n'est pas du tout dans le même contexte, et c'est vrai que les besoins d'accompagnement, les besoins d'ingénierie ne sont pas exactement les mêmes. Mais dans tous les cas, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir la possibilité d'expérimentation, parce que nous croyons beaucoup à l'expérimentation. Alors, expérimentation, ça ne veut pas dire ne pas être contrôlé, mais ça veut dire un contrôle accompagnant et pas un contrôle restreignant. Et je pense, en tout cas, nous pensons que c'est important. Et puis la troisième chose, ça a été beaucoup dit ce matin aussi, c'est que tous les acteurs publics, économiques, associatifs, les experts, travaillent ensemble et qu'à tout niveau, on trouve les moyens de ce travail ensemble, de telle sorte qu'on puisse sortir, proposer des solutions, et de toutes les solutions, il y en a qui seront meilleures que d'autres, et on essaiera, je pense, tous ensemble, de faire que les bonnes idées soient repliquées. Alors, je voudrais juste prendre un petit exemple de comment on fait les choses. Vous me permettrez de parler de ma ville, Arcueil, une petite ville à quelques centaines de mètres de Paris, de 25 000 habitants. Il y a à peu près 40 ans maintenant, lors du premier choc pétrolier, il y a eu développement de la géothermie. Dans le Val-de-Marne en particulier, mais parce que nous avons la chance d'avoir au-dessous de nos pieds, à peu près 1200 mètres, un
bassin d'eau chaude, le Deguer, et qui, naturellement, a permis de développer la géothermie. Cette expérience, il y a une dizaine de puits qui ont été faits dans le Val-de-Marne, ces expériences ont été concluantes, même si, bien sûr, c'était des expériences, donc il restait un certain nombre de choses à préciser. Et puis tout s'est arrêté. Et tout s'est arrêté non pas parce que ça ne marchait pas, non pas parce que c'était des projets qui étaient inintéressants en termes environnementaux, ça consomme quand même pas beaucoup de gaz, la géothermie, simplement parce que le prix du pétrole a baissé et donc ça ne valait plus le coup de construire de nouveaux puits de géothermie qui coûtent un petit peu cher à la construction. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, nous avons besoin de vision. Ce qui s'est passé là peut aussi se reproduire et nous avons besoin d'une vision à long terme des choses. Alors, il y a 15 ans à Arcueil, nous avons fait le choix, avec la commune voisine, de relancer la géothermie. C'était le nouveau premier puits de géothermie qu'il y avait eu depuis 30 ans. Et bien, ça a marché. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2022, quand on voit le prix du gaz qui explose, on est quand même satisfait d'avoir une énergie qui chauffe à peu près la moitié des logements de notre ville et qui est quasi totalement insensible au gaz, puisque on commence à utiliser du gaz pour en complément quand il fait une température très basse. Mais la plupart du temps, nous n'utilisons pas le gaz. Donc on voit bien qu'on a besoin d'anticiper, de bien réfléchir sur le futur et d'investir. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est quelque chose, c'est une énergie propre. C'est une énergie qui n'est pas dépendante aux énergies fossiles, donc qui est stable au niveau des prix. C'est une énergie qui permet donc d'empêcher la fracture énergétique d'exploser, et donc la fracture énergétique d'augmenter. Et puis, c'est aussi du développement économique, parce que c'est des recherches nouvelles qu'il faut faire, c'est des entreprises qui sont assez innovantes dans ce domaine, et tout ça dans un ensemble qui fait un tout cohérent. Comme creuser un puits de géothermie à 1200 mètres, c'est profond, on va utiliser les techniques de forage du pétrole. Sauf qu'en général, le pétrole, il est au milieu de nulle part. Quand on construit un puits de géothermie en zone dense, il est au milieu d'habitations. Donc ça a obligé à ce qu'on travaille à des nouveaux modes de creusement, des appareils beaucoup moins bruyants, beaucoup moins polluants. Et donc on a un ensemble de dispositifs qui permet d'aller plus vite. Alors, pour en revenir au sujet général, pour essayer d'être sobre dans mon temps de parole, je vais dire la chose suivante. C'est une banalité, mais pour un monde durable, il faut des villes durables. Et donc, parler ce matin sans doute de sémantique, il faut changer les mots, c'est important, mais aujourd'hui, adaptation, atténuation, résilience, sobriété, on n'a pas à choisir entre ces mots. On doit de toute façon faire le tout. Et donc, peut-être on inventera un nouveau mot pour tout ça, mais en tout cas, on a besoin de tout faire. La notion de développement durable, quand on en a entendu parler, il y a quelque temps quand même, c'est quelque chose qui est devenu un peu vieillot parfois. Alors, sans doute, les choses ont évolué, mais je pense qu'il est important de revenir au socle de base, c'est-à-dire quels sont les piliers qui sont nécessaires pour avoir un monde durable. Et ces piliers, on les connaît tous, mais c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à les mettre en œuvre. Alors, je les reformulerai peut-être un peu différemment aux couleurs d'aujourd'hui. Le premier, c'est d'avoir une vision claire d'où on veut aller.
Je pense qu'on l'a et on ne l'a pas forcément complètement. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir une vision inclusive où l'action de la transition, elle doit prendre en compte les inégalités et ne pas les aggraver. À minima, les réduire à l'objectif. Et donc, cette question de se dire... ce matin, un des collègues qui disait c'est quand même un peu curieux de faire une loi sur le pouvoir d'achat, puis après de faire une loi sur les énergies. Je partage ce point de vue, c'est-à-dire qu'il faut que la loi, parce que, entendu ce que vous avez tous dit, le cœur, c'est la transition écologique, mais il faut que les lois, ou les décrets, ou tout ce que vous voulez sur la transition écologique, elles aient comme objectif la défense du pouvoir d'achat, la réduction des inégalités. Et on sait bien, là j'enfonce une porte ouverte, les inégalités, si on ne fait rien, elles vont s'aggraver forcément avec l'aggravation des crises. Et donc nous avons besoin de ça. Et puis, la troisième chose, c'est que nous devons avoir une vision acceptée du changement. Je pense que nous devons proposer à nos concitoyennes et à nos concitoyens un nouveau contrat démocratique sur comment nous voulons construire tous ensemble. Il y a 4 axes dans France Ville Durable. Il y a les élus, l'État, les experts et puis le monde associatif. Et les collectivités. Pardon, j'oubliais les collectivités. Il reste, et c'est pas, je ne dis pas qu'il faut faire, mais la question des citoyens est une question qui doit être prise comme élément central de ces questions. Les dernières années ont montré qu'une décision mal comprise, une décision pas acceptée, est une décision qui sera mal mise en œuvre. Et donc, je pense qu'on peut rêver, il ne faut pas être complètement utopique. Quand on travaille sur la construction avec les citoyennes et les citoyens, on peut obtenir qu'ils comprennent mieux les raisons qui ont conduit à cette solution. Voilà, on fait des gestes, je crois que j'ai dépassé. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Métairie. Merci beaucoup d'être venu sur place et merci pour votre intervention. Alors, nous poursuivons, puisque vous savez que l'objectif aussi de cette journée, c'est de valoriser des solutions, des réalisations exemplaires. Donc, une seconde capsule vidéo pour présenter Garage de Link City, promoteur et qui est une filiale du groupe Bouygues, membre actif de l'association, qui vraiment la spécificité de développer des projets transformants qui privilégient la rencontre et la construction d'intérêts communs entre les différents acteurs pour des services utiles à tous et toutes et qui favorisent le bien-être et la santé.
En novembre 2021, nous avons signé un accord de partenariat avec Garage, l'idée étant de profiter de leur expérience en matière d'hybridation des lieux et d'intensification des usages, en échange de quoi nous leur faisons profiter de notre expertise en matière de développement immobilier pour accélérer le leur. C'est une vision partagée avec Garage, considérant que finalement ça permet à la fois d'économiser les ressources, mais aussi de faire baisser le coût de l'immobilier. Alors, désolé, il semblerait qu'il y ait quelques petits soucis techniques. Ce sont les aléas du direct. Très bien. Alors, nous allons démarrer cette table ronde dont le sujet « Transformer l'économie pour des territoires résilients » est un sujet compliqué, mais éminemment crucial, bien évidemment. Alors, désolé, mais je vais peut-être dresser pour démarrer un petit tableau, le tableau un peu alarmant de là où on en est, même si on l'a un peu évidemment évoqué ce matin. Le dernier rapport du GIEC est implacable. Le réchauffement climatique s'accélère à une vitesse inédite et il nous reste très peu de temps pour bifurquer, pour changer de modèle et nous adapter au mieux si nous ne voulons pas que nos vies se dégradent. Et pour beaucoup d'ailleurs, elles se dégradent déjà. Je rappellerai juste un chiffre. 800 000 personnes meurent chaque année, rien que de la pollution en Europe. Bien sûr, il y a eu cet été de tous les dangers climatiques et récemment, une dernière publication dans la revue Science des 5 points de bascule qui risquent d'être franchis. La fonte du Groenland, la disparition des récifs coralliens, le dégel du pergélisol, avec des conséquences irréversibles sur les écosystèmes. D'ailleurs, le ton de la rentrée a été donné. Nous vivons un moment de grande bascule et c'est la fin de l'abondance. Alors à France Ville Durable, nous avons formalisé il y a 2 ans déjà, avec l'ensemble des membres de France Ville Durable, un manifeste basé sur 4 piliers. Vous les connaissez par cœur, qui ont permis de poser les bases des nouveaux fondamentaux de la ville durable et surtout d'une vision partagée de ce que doit être la transformation écologique des villes et des territoires. La sobriété a été érigée comme le premier pilier, tout simplement parce que si nous voulons garantir l'habitabilité de notre et unique planète pour les années à venir, il nous faut respecter ses limites physiques. J'ai presque bientôt fini. Alors, maintenant, effectivement, la sobriété, désormais, est au cœur du débat public. Mais pour être choisie, planifiée et non subie, elle impose de revoir assez considérablement nos modes et surtout nos objectifs de production, de consommation et de réorienter certaines, voire la plupart de nos valeurs, nos règles et donc de nos modèles économiques. Surtout vers le respect de la terre et du vivant. On l'a dit ce matin, notre président l'a dit, il s'agit de changements structurels. Donc, ralentir nos activités, c'est interroger nos besoins fondamentaux pour réduire notre impact et notre pression exercée sur les écosystèmes. Mais c'est surtout, et c'est l'objet de cette journée, et c'est sur quoi nous insistons dans les travaux de l'association, c'est une formidable opportunité pour favoriser la santé humaine, la santé environnementale et la santé sociale, et augmenter surtout notre qualité de vie. Donc la transformation écologique appelle d'abord et avant tout la transformation de l'économie. Et pas seulement pour répondre aux enjeux climatiques, qui, on le sait, ne sont que des symptômes finalement du problème,
mais répondre aussi aux enjeux de biodiversité, de pollution, d'artificialisation des sols, de perturbation des cycles de l'eau, tout en garantissant bien sûr la justice sociale dans une logique de résilience. Voilà. Donc, pour en discuter et puis pour réagir, et puisque maintenant il faut nommer les choses, n'est-ce pas? Donc en matière économique, qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on transforme? Et qu'est-ce qu'on amplifie? Quelles sont les priorités? Ça va être ma première question que je vais poser à mes quatre intervenants. Baptiste Périssin-Faber, directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'ADEME, au milieu. Gaylord Lechecker, qui est premier adjoint au maire délégué à la ville résiliente de la ville de Montreuil. Et Bruno Hervé, directeur général de Suez Consulting et vice-président exécutif Smart City du groupe et vice-président du collège entreprise de France-Ville Durable. Et en ligne, nous avons Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable du groupe Bouygues. Est-ce que Fabrice est en ligne et nous entend? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Parfait. Donc, ma première question, Baptiste Périssin-Faber, qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on amplifie? Quelles sont les priorités? Alors, merci pour la question. À l'ADEME, on est un opérateur de l'État. Et donc, notre mission principale, c'est de mettre en œuvre les politiques publiques qui sont conçues par nos tutelles. Ma tutelle est dans la salle, donc il faut que je fasse attention. Mais aussi, notre tutelle, elle nous confie une autre mission, qui est de tirer un peu les enseignements des milliers de projets qu'on a pu accompagner et d'identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour imaginer le coup d'après des politiques publiques. Et nous, ce que nous observons à l'ADEME, c'est que les territoires les plus résilients, c'est les territoires qui ont créé une dynamique de coopération entre les acteurs de ce territoire. Et donc, en fait, pour être résilient, il faut que l'information circule, il faut capitaliser des connaissances, il faut que les acteurs embrassent, alors c'est un peu un gros mot, mais une approche systémique. Et j'ai eu la chance avant-hier de venir à l'agence d'urbanisme de Dunkerque, où on m'a présenté les toiles de Dunkerque, et je vous invite à aller regarder ce que c'est que ces toiles. C'est assez spectaculaire. Ça permet vraiment à chaque acteur d'un territoire de se positionner sur son territoire, comprendre de quoi il a besoin, quelles sont les ressources de ce territoire sur lesquelles il peut s'appuyer, et donc de commencer justement cette démarche de coopération. Et donc si on veut accroître cette dynamique de coopération sur les territoires, bien sûr, il faut des fonds publics. On l'a dit, et tout le monde a salué le nouveau fonds d'accélération de transition écologique. Mais, et d'ailleurs, à l'ADEME, on a des moyens qui ont été considérablement renforcés, et on en a besoin. Mais je pense qu'il faut qu'on questionne le réflexe un peu technocratique à chaque question, on répond par un appel à projet un peu classique. Et en fait, les appels à projets, c'est un accélérateur, mais parfois, ça crée de la compétition en silo. Et donc, ça empêche de maximiser le potentiel de réplicabilité des bons projets, et ça empêche finalement de redistribuer sur le territoire toute la richesse de ces projets. Et donc, je pense que si on veut transformer l'économie pour des territoires plus résilients, il faut qu'on accompagne, du point de vue de l'État et de ses opérateurs, avec des modes d'intervention plus souples, conçus pour traiter ces sujets systémiques, et qui va faire dialoguer finalement des acteurs qui ont bien sûr des intérêts privés différents, mais qui ont un intérêt à coopérer pour faire face à ces défis structurants que sont le changement climatique, la transition écologique. Et je pourrais vous donner quelques illustrations de ces nouveaux modes d'intervention qu'on peut développer à l'ADEME, donc dans la deuxième temps de la table ronde. Effectivement, des leviers en seconde séquence. Bruno Hervé, vous voulez réagir et répondre? Oui, pour compléter ce qui était dit, transformer. Économie résiliente, je pense qu'on pourrait le définir, mais je pense que le mot-clé ici, c'est transformer. Transformer, c'est que, de mon point de vue, finalement, l'ensemble des acteurs assument la gouvernance de la transition. Mon message principal, c'est qu'il n'y aura pas de transformation de l'économie sans acceptabilité sociale des choix politiques. Et c'est une entreprise qui vous le dit. Parler de résilience, il y a plein de définitions, mais le principal, c'est quand même de réussir à faire face au choc. Faire face au choc, ça nécessite, en amont, et pendant que le choc se produit, une adhésion collective avec des citoyens qui sont acteurs de la transformation. Transformer l'économie, c'est transformer l'activité des gens au quotidien.
il faut des actions concrètes et réalistes. Sinon, on prend un risque. On prend un risque en fonctionnant par dogme de provoquer l'effet inverse et que les citoyens fassent des choix au quotidien ou des choix politiques qui nous feront faire un vaste bond en arrière, ce qui sera absolument catastrophique. On ne va pas dans le bon sens, on va dans le mauvais sens. La construction de l'adhésion collective, la construction de ce nouvel imaginaire collectif, il prend du temps. Ça a été cite et ça a déjà été beaucoup et très bien dit depuis ce matin. Embarquer les citoyens dès le démarrage et avoir à nouveau un discours concret et responsable. C'est ce que j'appellerais réalisme volontaire. Cette impulsion du réalisme volontaire, elle ne peut venir que du monde politique. Le monde politique local, territorial. Je vais dans le sens qui a beaucoup été dit ce matin. Et je le redis. Une fois encore, c'est une entreprise qui le dit. L'élu du territoire, il a la connaissance fine du territoire. Il sait où placer la limite entre l'ambition et l'acceptabilité. Patrice Vergrit l'a rappelé, la transition à Dunkerque ne sera pas la même qu'à Châlons, pour toute une série de raisons historiques, patrimoniales, d'activité économique, de réalité physique, géographique. C'est en menant ce travail d'équilibriste entre la nécessaire injonction et la réalité quotidienne qu'on arrivera à démontrer qu'il est possible de réconcilier pouvoir d'achat et écologie. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera réellement à transformer l'existant vers une économie résiliente. Merci beaucoup. Fabrice Bonifay ? Oui. Est-ce que... Écoutez, en ce qui me concerne, je voudrais dire que la façon de gérer l'aménagement des territoires, on devrait plutôt aujourd'hui indiquer la façon de ménager les territoires. Parce qu'on les a, à mon avis, beaucoup trop aménagés et pas assez ménagés au sens écologique du terme. Et si, en quelques mots, je peux ici présenter des pistes qui pourraient nous aider à faire ça. Le premier, c'est d'organiser au niveau des territoires des chocs d'explication des citoyens de ce qui est en train de se passer. Je pense que tout le monde est conscient qu'on est aux portes d'un drame environnemental sans précédent depuis l'histoire de l'humanité. Mais malgré tout, malgré ce que les gens ressentent aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore, les citoyens, les problématiques d'ordre de grandeur, les fausses solutions qu'on leur a mises devant les yeux depuis des années, les problèmes d'effet rebond. Et il y a vraiment besoin d'un choc d'explication et ensuite de s'appuyer sur le bon sens des citoyens pour les faire décider des possibilités de rendre précisément plus durables et résilients les territoires. Donc déjà, c'est partir des limites planétaires pour établir les budgets carbone des projets. Donc aujourd'hui, je pense que quand on élabore un projet, on demande un bilan carbone, mais on ne sait pas combien on doit à l'origine, quel budget dont on dispose. Donc les municipalités seraient bien inspirées de prendre en compte le budget carbone afférent à chacun des projets par rapport à la trajectoire de décarbonation de tout territoire, de toute ville. On sait qu'on doit diviser par 2 d'ici 2030. Donc chaque bilan carbone des villes doit être divisé par 2 d'ici 2030 et donc établir les budgets carbone des projets en conséquence. Il faut aussi raisonner en carbone évité avant d'autoriser tout nouveau projet. Donc vous mettez en place un nouveau système de transport, un nouveau système d'éclairage, des nouveaux bâtiments. Ok, c'est très bien, mais est-ce que ça permet d'éviter des émissions en comparaison avec l'ancien système? Si on n'est pas capable de démontrer que ça permet d'éviter des émissions par rapport à l'ancien système, il faut dire non. Il faut anticiper aussi très rapidement l'enjeu crucial du confort d'été, avec les canicules qui vont se multiplier et qui rendent les villes et les territoires invivables. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans le sud de la France. Et il est vraiment urgent aussi dans l'autorisation des permis de construire d'intégrer l'exigence de la prise en compte du confort d'été et de remettre des plans d'aménagement dans les villes concernant les trams bleues, les trams vertes, les corridors qui permettront d'avoir des zones froides dans les villes pour que ça redevienne vivable pendant ces périodes-là. Car si on ne le fait pas maintenant, ce sera trop tard et on va commencer à compter les morts à cause des canicules comme on en a eu en 2003 et comme on en a eu cette année, et ça sera de pire en pire. Ça a été dit sur l'interdépendance des infrastructures, il est vraiment maintenant criminel d'autoriser une infrastructure sans qu'on oblige la maîtrise d'ouvrage de cette infrastructure, qu'elle soit publique ou privée, de vérifier que d'abord, il n'y a pas la possibilité
d'éviter tout ou partie des espaces qui ont prévu d'être construits. Parce qu'on ne compte plus dans les villes aujourd'hui, sur les territoires, des infrastructures redondantes, sous-utilisées, structurellement sous-utilisées. Et à quoi ça sert de continuer de construire des infrastructures qui sont structurellement sous-utilisées, et notamment des infrastructures publiques. Donc je pense que là, c'est vraiment important de faire cette obligation d'audit pour bien gérer cette interdépendance des infrastructures et de raisonner maintenant selon les principes de l'écologie industrielle pour mutualiser un maximum toutes les ressources que l'on peut mutualiser. Enfin, il faudra aussi prendre conscience qu'il est important pour la résilience, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, d'accepter de mettre en place sur toutes les infrastructures des systèmes de production locales, car ce sera de plus en plus difficile et même dangereux de ne dépendre que de gros systèmes de production qui seraient distants des différentes zones de vie. Car on voit bien avec les phénomènes climatiques qui sont liés aujourd'hui qu'on a intérêt à mettre de la résilience, et pour mettre de la résilience, il faut pouvoir produire localement et gérer les courbes de charge localement, notamment l'interaction qu'il y a entre la consommation des bâtiments et la consommation des futurs véhicules qui vont arriver massivement sur les territoires, qui vont être électriques. Et pour gérer cette courbe de charge, il faut vraiment gérer l'interdépendance et l'interaction qu'il y aura entre ceux qui produisent, ceux qui consomment en temps réel. Enfin, en ce qui se concerne l'eau, c'est vraiment urgentissime sur les infrastructures, de dissocier le traitement, de faire en sorte que les infrastructures prennent en compte, bâtimentaires notamment, prennent en compte le traitement in situ des eaux grises, de manière à pouvoir ne plus gaspiller de l'eau potable comme on le fait aujourd'hui, et de réinjecter dans les bâtiments ces eaux grises traitées in situ, pour les chasses d'eau notamment, ou pour l'arrosage. Mais on ne pourra pas continuer pendant encore très très longtemps de tout faire à l'eau potable dans nos territoires. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens écologique. Et je pense qu'il est urgent aussi de mettre en place ce qui avait été mis en place il y a très très longtemps, des systèmes de double réseau, parce que ça coûte cher de faire ça, mais c'est indispensable si on veut éviter les coupures d'eau dans le futur. Et pour ça, il faut bien sûr généraliser les facturations progressives sur l'utilisation de tous les flux, pour éviter bien sûr les gaspillages et remettre un peu d'équité entre les citoyens sur l'utilisation de ces flux. Et enfin, la taxation est un bon moyen aussi d'avoir une meilleure gestion de l'occupation des espaces. Donc taxe foncière à l'occupation. Si c'est très occupé, moins de taxes. Si c'est moins occupé, plus de taxes. Et je pense que ça permettra aussi d'éviter d'avoir des constructions qui sont inutiles et qui aujourd'hui consomment de l'énergie grise, consomment des ressources minérales, consomment de l'espace vital et consomment aussi des terres qui peuvent être remises en nature, car aujourd'hui, le plus important, c'est de désartificialiser le plus vite possible nos territoires pour remettre de la biodiversité en priorité associée à la réduction de l'empreinte carbone. Merci. Déjà pour ces propos déjà très concrets sur des bonnes pratiques, on y reviendra. Gaylord Lechéquer, déjà, est-ce que vous voulez réagir sur la première question d'ordre un peu général ? Oui, puis je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque je partage ce constat sur la notion de ménager nos territoires. Je crois qu'il y a eu tout un élan, et ça a été évoqué dans les tables rondes de ce matin, sur la nécessité d'utiliser chaque espace, chaque dent creuse, pour finalement construire la ville. Évidemment que nous avons des besoins essentiels en matière de construction de logements. Il faut que nous continuions à en produire. Et globalement, les maires, pour faire écho à ce qui a été dit à l'instant par le maire d'Arcueil, je pense, font le travail sur ce volet-là. Néanmoins, attention. Et je voudrais dire, par exemple, au titre du territoire d'Est Ensemble, pour lequel je pilote une étude sur l'aménagement aux abords du tramway, donc qui est une infrastructure que nous attendons depuis plus de 20 ans, qui enfin arrive. Et finalement, si on laisse faire les choses, les premières hypothèses qui ont été présentées à l'époque, les premières études ou les premières hypothèses par les services consistaient à imaginer finalement une surdensification aux abords de ces infrastructures où le moindre espace vert était considéré comme un futur territoire à bâtir. À Est Ensemble, on a inversé la logique, un peu dans l'esprit de ce qui a été dit d'ailleurs ce matin par Jean-Marc, c'était de se dire il faut d'abord planter, d'abord végétaliser, et bâtir ensuite. Ça paraît un peu utopiste. Dans la réalité, aujourd'hui, ça nous permet d'aller vers ce que l'on pense être un territoire soutenable.
On va, dans l'état actuel de l'étude, être dans une logique où on va bâtir à hauteur de 39%. Là, on va faire 61% d'espaces verts, de continuité écologique, de création d'espaces verts dans un territoire qui est sous-doté. On est à moins de 3 mètres carrés d'espaces verts par habitant, alors qu'on est sur un objectif de 10 mètres carrés. Donc on voit le retard à rattraper. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je voudrais pointer la contradiction à laquelle on est confronté. C'est qu'aujourd'hui, si on va au bout de cette démarche, et c'est en tous les cas notre souhait avec Patrice Bessac, ça veut dire qu'on a économiquement un bilan qui est déficitaire, puisque jusqu'à présent, les collectivités, pour financer ces infrastructures, ces espaces verts, etc., cèdent leur foncier et donnent du droit à construire qui permettent de financer l'ensemble des équipements et des infrastructures d'espace public. Et aujourd'hui, ça a été évoqué ce matin lors de la table ronde, alors on a des dispositifs type le fonds Friche qui existent, qui est intéressant, notamment pour la transformation de sites industriels pollués, mais qui a une contrepartie qui est celui de vous pouvez bénéficier dans le cadre de cet appel à projet. On y travaille notamment avec l'ADEME sur quelques sujets à Montreuil, mais la contrepartie, il faut construire. Il y a des secteurs dans lesquels nous pensons qu'il est raisonnable de ne pas construire et plutôt de préserver ces espaces de respiration. Dans ce cas-là, quelle est l'alternative qui est offerte à la collectivité ? Mon petit sujet d'inquiétude dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est que ce qui a été pris par, je crois, beaucoup d'élus comme un signal plutôt positif des déclarations de la Première ministre sur le fonds vert, donc dont le nom évolue sur le fonds transition, c'est 1,5 milliard, c'est qu'il s'inspirait, il s'appuierait sur cet exemple du fonds Friche. Et là, moi, je dis attention et alerte. Il ne faudrait pas que sur une aide essentielle à la construction, au développement de nos territoires, on impose finalement aux collectivités, aux intercommunalités, ces contreparties foncières qui vont à rebours de ce que l'on est en train de dire à l'instant. C'est vrai, moi je le vois sur les aménagements aux abords du tramway sur Montreuil, Romainville, Noisy, on parle d'un bassin de vie de 100 000 habitants. C'est des quartiers populaires qui sont éloignés des infrastructures de transport et qui n'ont pas d'autre alternative aujourd'hui que l'utilisation de la voiture pour se rendre à Paris. On le voit autour de la transformation de la porte de Bagnolet. Si on est sur un modèle traditionnel finalement de construction de la ville, et ça rejoint exactement ce que vous avez dit à l'instant, je pense qu'on ira dans le mur. Les débats qui existent d'ailleurs actuellement à Paris sur la transformation des portes, sur l'évolution des abords du périphérique le montrent. Mais là où je le dis, c'est on a besoin de l'État, on a besoin du soutien de l'État pour que ces compensations, ces aides ne s'inscrivent plus dans des logiques de l'appel à projet. J'en discutais avec notre directrice de l'environnement tout à l'heure et qui me disait mais c'est complètement ubuesque, c'est-à-dire qu'on répond à des appels à projet dans tous les sens pour 100 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, pour savoir si on plante 7 arbres à cet endroit-là avec tel opérateur ou 17 autres à tel endroit. On a un problème de vision globale et de stratégie globale. Et le dernier point, c'est que ça nous amène aussi, sur ces territoires, je pense, à se poser la question du modèle de société et du modèle de développement économique que nous voulons. De ce point de vue, je me félicite des déclarations récentes d'Olivier Klein, notamment sur les quartiers résilients, dans le cadre de l'Agence de renouvellement urbain. J'ai vu Anne-Claire Mialot arriver et je sais que sous son impulsion, il y a un vrai souci de se dire, y compris dans nos quartiers populaires et dans les quartiers très denses, la logique qui consistait jusqu'à présent à dire la contrepartie à une aide, c'est de la démolition massive et c'est de la restitution de la charge foncière, il faut probablement là aussi réinventer le modèle. Sur Montreuil, c'est là-dessus que nous nous sommes battus et que nous avons été suivis par l'Agence de renouvellement urbain. Et je pense que ce quartier résilient qui a été annoncé par Olivier Klein va dans le bon sens. Après, évidemment, il faudra voir la façon dont on le décline. Et puis le dernier point, je ne voulais pas venir ici sans l'évoquer. Il y a un débat qui existe, alors beaucoup sur l'Île-de-France, mais je sais que ça concerne l'ensemble du territoire sur le développement de modèles de type les dark stores, les dark kitchens, ce modèle économique qui est destructeur pour nos territoires et sur lesquels aujourd'hui on est totalement démunis. Et donc dans la façon dont on parle de la ville de demain, là aussi, il nous faut les outils qui nous permettent de contenir, de contrôler, et parce que je ne suis pas pour le tout répressif, surtout de promouvoir des modèles alternatifs, notamment de l'économie sociale et solidaire, qui ont fait la démonstration de leur efficacité et qui sont vertueux d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. On va creuser là maintenant pour cette deuxième séquence un peu plus courte que la première, donc le comment, les bonnes pratiques, les solutions. Je vais redonner la parole à Fabrice Bonifay, qui va certainement nous illustrer avec des exemples
au sein de Bouygues de ce qui est fait en termes d'intensification des usages, de rénovation, etc. On l'a vu en introduction dans notre petit film avec le film Garage. Hein. Notre intime conviction, c'est, après pour avoir construit des centaines, voire des milliers de bâtiments, et lorsqu'on voit comment nos clients utilisent ces bâtiments, qu'il y a vraiment un gros effort à faire et il y a un potentiel de progrès gigantesque dans une meilleure utilisation des espaces que l'on a construits. Et donc, meilleure utilisation des espaces, ça veut dire partage des espaces et de faire en sorte que les maîtrises d'ouvrage, que les utilisateurs principaux de certains bâtiments, enfin de tous les bâtiments, aient la possibilité de sous-louer certains de leurs espaces pour faire en sorte d'augmenter l'intensité d'usage. Et je pense que ça, il faut arriver à le faire par tous les moyens, soit par le volontariat ou soit par la coercition. Je ne sais pas quels vont être les meilleurs leviers. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est quand même désolant de voir que dans les villes, aujourd'hui, et c'est vrai partout en France, eh bien, les bâtiments publics sont utilisés entre 15 et 20% du temps. Et les bâtiments privés tertiaires, c'est entre 20 et 25% du temps. Et le reste du temps, c'est fermé. C'est fermé. Et donc, ça ne peut plus durer comme ça. C'est impossible lorsqu'on sait que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est sa construction maintenant. Il va falloir certainement qu'on construise moins, mais qu'on partage beaucoup mieux et qu'on exploite beaucoup mieux les infrastructures qui sont existantes. Et pour ça, il faut mettre dans les cahiers des charges cette notion de réversibilité. C'est-à-dire que quand on construit un ouvrage, on sait très bien qu'il y aura certainement la possibilité d'avoir plusieurs vies dans une vie, mais il faut plus on le pense en amont, et plus cette réversibilité sera facile à obtenir et moins coûteuse lors des changements d'usage. Et il y a un très gros travail, un énorme travail à faire sur le logement également. Il faut savoir qu'en France, il y a, tenez-vous bien, 6 millions de logements sous-occupés. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a très peu de personnes par rapport au nombre de pièces qu'il y a dans le logement. Il y a peut-être moyen aussi de faire des rénovations lourdes sur ces logements sous-occupés pour faire des logements dans des logements et de manière sur les zones tendues notamment, à augmenter rapidement sans avoir à construire de nouveau l'offre de logement. C'est tout à fait possible, il suffit juste d'en avoir envie. Une autre notion qu'il faut qu'on mette en place, et là aussi on est très très en retard en France par rapport aux Pays-Bas, c'est la notion de bâtiment banque de matériaux. Le secteur du bâtiment aujourd'hui et des travaux publics, c'est 240 millions de tonnes de déchets par an, avec des taux de recyclage qui sont à peine de 60% et des taux de réemploi pour les éléments finis du second œuvre de moins de 1%. Les anthropologues du 22e siècle, quand ils vont regarder ça, ils vont dire qu'on était complètement malade. Donc il est important aujourd'hui, quand on construit, de générer la carte numérique de chaque élément constitutif d'un bâtiment pour pouvoir ensuite, lorsqu'on va démolir, lorsqu'on va rénover ces bâtiments, pouvoir réutiliser un maximum de ces éléments finis en tant que données d'entrée d'autres bâtiments en rénovation ou bâtiments neufs. Donc cette notion de banque de matériaux, on pourra même peut-être dissocier la vente de l'ouvrage des éléments constitutifs. Ça, c'est des modèles de remembrement qu'il faut qu'on invente aujourd'hui, car lorsqu'une collectivité achète un bâtiment, en fait, elle a besoin d'une école, d'une crèche, mais elle n'a pas besoin d'être propriétaire des matériaux. Ça ne sert à rien. Et je pense qu'il y a des nouveaux modèles économiques à mettre en place pour éradiquer complètement ces pratiques d'aujourd'hui d'économie linéaire dans les infrastructures, à qui on fait croire qu'on va pouvoir régler le problème avec du recyclage, ce qui est complètement faux, bien sûr. Il faut vraiment privilégier un maximum le réemploi pour faire baisser le plus vite possible la notion de déchets. Et enfin, je pense qu'il y a un plan Albédo à mettre en place également en France. Ce plan Albédo, il est urgentissime de le mettre en place. Vous savez, ça consiste à repeindre en blanc toutes les toitures, toutes les infrastructures pour mieux gérer le confort d'été à faible coût. Je pense qu'on est très très en retard aussi dans ce domaine-là. Et il faudrait que chaque commune décide de mettre un plan Albédo dans les mois qui viennent. Ça devient une urgence vitale. Gaylord de Schaecker, vous vouliez partager une bonne pratique que vous mettez en place au sein de Montreuil, au sein de la ville de Montreuil, notamment la mise en place de cette charte des promoteurs. Bon, si c'est vous qui dites que c'est une bonne pratique, je prends le compliment. Avant de commencer, je voudrais vous partager un tout petit extrait, ces 3 lignes du rapport de la mission sur la qualité du logement, ce fameux référentiel du logement qualité qui a été fait par François Leclerc et Laurent Girometti. On était en
2021. C'était au même moment que nous élaborions notre charte de la ville résiliente qui venait remplacer la charte que nous avions adoptée en 2015 qui s'appelait une charte pour la construction durable. Et le rapport dit « La recherche de la performance économique a abouti inexorablement à une réduction de certaines qualités fondamentales des logements, principalement les surfaces et systèmes de distribution des immeubles en ont souffert. » Et un peu plus loin, évidemment, en revenant sur l'épisode que nous venons de traverser avec le confinement, il souligne les conséquences, y compris d'un point de vue de la qualité de vie, d'un point de vue social, ce qu'on a pu vivre sur nos territoires, de l'impact du mal-vivre dans son logement et de l'impact y compris en matière de santé mentale que l'on prend aujourd'hui à bras-le-corps, et le risque derrière, même si c'est un sujet positif pour un certain nombre de ménages qui font le choix finalement de s'éloigner des centres urbains pour aller trouver un peu d'espace de respiration, d'espace vert, le risque finalement de renouer avec la notion de l'étalement urbain, qui est là aussi une perspective qui, de mon point de vue, n'est souhaitable pour personne, sauf à aller sur une ligne qui est désastreuse d'un point de vue environnemental. Tout ça, après, pour dire que nous, à Montreuil, on assume une forme d'interventionnisme, non pas de manière coercitive, mais plutôt de se dire qu'il est important, exactement dans l'esprit de ce que tu disais à l'instant, d'instaurer un espace de dialogue entre l'ensemble des acteurs, en respectant chacun des acteurs dans le rôle où il est. L'aménageur, le promoteur, l'architecte, et nous, collectivités, qui avons un mandat et qui sommes redevables auprès des habitants de défendre finalement en quelque sorte une qualité de vie, un environnement, une évolution du territoire qui, quelle que soit la ville, a ses propres spécificités. Et c'est pour ça qu'on a élaboré ce document, donc cette charte de la ville résiliente, comme je disais, remplace celle de la construction durable, en partant du principe, c'était la petite remarque qui a été faite, j'avais un petit bémol sur ce qui a été dit ce matin par Sébastien Martin, qui a envoyé une petite pique amicale à Jean-Marc Bouillon sur le fait de dire les experts qui nous disent blanc à un moment, qui quelques années plus tard nous disent autre chose. Heureusement que nos villes ne sont pas figées. Et la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui sur le territoire de Montreuil ne sera probablement pas la même chose dans 10 ans. Il y aura une nécessité d'adapter nos règlements d'urbanisme, d'adapter nos chartes pour pouvoir accompagner ce mouvement. Et notre charte de la résilience donne des prescriptions qui vont au-delà finalement du plan local d'urbanisme intercommunal. Alors ça nous est de temps en temps reproché, notamment par la Fédération des promoteurs de l'immobilier, mais on l'assume en se disant finalement, on essaye d'être toujours dans la notion du mieux-disant. Quand on ne le fait pas, la logique du marché fait que tout ce qui est normes sociales, normes environnementales, normes d'accessibilité, sont considérés comme des coûts de construction qui viennent alourdir le bilan de l'opération, probablement. Mais si on commence à renier sur ces normes-là, alors on s'attaque à la notion de la qualité de vie des logements. En tous les cas, c'est notre conception des choses. Et le rapport Leclerc le dit. Quand il dit finalement que pour des soucis d'économie d'échelle, on prend la décision de repenser l'aménagement de la cuisine, qui ne devient plus une cuisine, mais un espace qui était à la mode, de l'espace à la cuisine américaine. Quand on s'est retrouvé, et quand certaines familles se sont retrouvées en situation de confinement, ne plus avoir un espace pour soi, où on s'isole, où le gamin a sa propre chambre, où je n'ai pas mon enfant dans les jambes en même temps que je dois travailler, tout ça, c'est une évolution à la fois liée aux conséquences de ce que nous venons de vivre, mais qui pose aussi la question du modèle de société, du modèle de vie. Et donc, ces chartes essayent de passer un message, y compris, par exemple, les opérateurs qui viennent savent qu'à Montreuil, on va plutôt encourager à de la réhabilitation de bâtis existants plutôt que la table rase. On part du déjà là. C'est ce qu'on fait sur le secteur de la Porte de Montreuil avec un aménageur public. C'est ce qu'on fait en ce moment avec un opérateur privé sur une tour à la Croix de Chavaux, en se disant la logique qui consiste à démolir et d'avoir un impact carbone désastreux, elle est plutôt à bannir et plutôt à travailler sur cette réhabilitation. C'est par exemple ce que nous faisons avec l'agence de renouvellement urbain sur le quartier de Lannou, où contrairement à ce qui se pratique, on n'aura que très peu de logements démolis. Par contre, un investissement très lourd sur la rénovation énergétique. Donc c'est l'esprit de ces chartes et le rapport Leclerc, je dis pour celles et ceux qui seraient éventuellement sceptiques sur ces documents, démontre finalement qu'ils ne sont pas des freins à la construction. D'ailleurs, Montreuil est un territoire très dynamique, très attractif, mais c'est plutôt au contraire quelque chose qui permet, y compris, d'éviter à certains moments les blocages que l'on peut connaître par défaut d'acceptabilité de la part des habitants de l'évolution de leur territoire. Merci, il nous reste très peu de temps. Baptiste Périssin-Faber, est-ce que vous voulez réagir très rapidement et ensuite je laisserai Bruno Hervé
pour les derniers mots et la conclusion. Il nous reste 3 minutes. Moi, j'aurais voulu juste vous donner un peu une illustration de ce que j'entendais par ces nouveaux modes d'intervention de l'État. Alors, j'ai que 3 minutes, donc je vais vous donner 2 illustrations qu'on a lancées à l'ADEME au cours des derniers mois. On devient en fait le principal opérateur de la décarbonation de l'industrie. À l'ADEME, on nous a confié 1 milliard d'euros par an sur les 5 prochaines années, donc c'est massif. Il faut faire attention, c'est de l'argent public, c'est sérieux, il faut que c'est le maximum d'impact. Et dans le cadre de France 2030, qui est une magnifique machine telle que l'État est capable de la fabriquer, on a réussi à insérer un appel à projet, mais qui va délivrer du commun. Cet appel à projet, il s'appelle ZIBAC, pour Zone Industrielle Bas Carbone, et donc il vise en fait à, avant de lancer des gros investissements, prendre un peu le temps de discuter avec l'ensemble des acteurs de la zone industrielle, il y a une grosse zone industrielle juste à côté d'ici, pour faire les bons diagnostics sur quels sont mes besoins, quelles sont les ressources, est-ce que j'ai besoin de créer une nouvelle chaudière alors qu'il y a d'autres acteurs à côté de moi qui ont de la chaleur fatale que je pourrais utiliser. Et donc tout ça dans une logique d'écologie industrielle territoriale. Et donc cet appel à projet va créer du commun et qui va permettre ensuite de maximiser l'impact des investissements lourds qu'on va pouvoir soutenir par la suite. Et puis deuxième illustration, ça c'est notre petite pépite sur la mobilité. On a lancé l'hiver dernier un extrême défi qui vise à créer une industrie des véhicules intermédiaires. Les véhicules intermédiaires, c'est des véhicules qui sont entre le vélo électrique et la petite voiture électrique. Et en fait, c'est des véhicules qui fleurissent en Asie. Et notre angoisse, c'est que ces véhicules qui sont très bon marché déboulent en Europe et que nous, en fait, on regarde passer les trains parce que nos constructeurs, ils se sont positionnés sur des véhicules lourds. Et donc, plutôt que de lancer un appel à projet, où on aurait pu accompagner une douzaine d'industriels qui avaient une idée, là, au contraire, on accompagne une communauté qui représente aujourd'hui 1000 personnes avec 43 équipes qui, en fait, sont sur des concepts différents, mais qu'on force à travailler sur des briques technologiques en commun, sur la batterie, sur le châssis. On ne sait plus fabriquer de châssis en Europe. Voilà, sur quelques enjeux un peu clés pour qu'ensuite on puisse favoriser la réparation, le reconditionnement de ces véhicules. Et donc ça, c'est un nouveau mode d'intervention qu'on pourrait répliquer sur d'autres secteurs. La géothermie, typiquement, on veut faire la même chose sur la géothermie parce qu'on pense qu'il y a un énorme potentiel. Merci. Bruno Hervé. Quelques petits mots de conclusion. Alors, je serai sobre. Bon, la question du comment, en fait, c'est qu'il faut se poser la question de comment on passe d'une économie des infrastructures à une économie des usages et des fonctionnalités. Les solutions, elles sont connues. Beaucoup ont été abordées déjà. Bien sûr, l'économie circulaire, qui est une opportunité pour les territoires. Donc, passer d'une logique de cycle à une logique de flux. Je pense aussi à l'éco-conception, avec des principes de réemploi, de réparabilité, on en a déjà parlé. La valorisation des déchets, notre biomasse est une source d'énergie, c'est comme ça qu'il faut la prendre. On a déjà parlé de la déconstruction sélective des bâtiments, et je pense aussi bien sûr aux déchets électroniques. Aujourd'hui, on rejette des quantités absolument démentielles, et ça ne peut pas durer. Pensons aussi à la reconversion des terres polluées, donc pour réparer le passé, à la fois pour l'aménagement urbain et voire aller jusqu'à des projets agricoles. Techniquement, c'est faisable. Après, il faut creuser un peu plus les tenants aboutissants, mais c'est tout à fait faisable. Je voudrais quand même terminer sur le sujet des ressources en eau. Donc, d'abord, la nécessité absolue de préserver la ressource. Je rappelle quand même qu'en France, nous perdons 1 milliard de mètres cubes par an. Donc il faut investir plus dans nos réseaux, il faut penser les solutions digitales et leur déploiement à grande échelle pour mieux piloter nos réseaux. Donc ça, c'est la préservation de la ressource. Et puis, il faut réfléchir à des ressources alternatives. Aujourd'hui, nous ne réutilisons que 1% de nos eaux usées en France. 1%. Donc on a évidemment une marge de progrès. Dernier point, et je voudrais conclure là-dessus, je voudrais terminer sur l'inclusion que Gaylord a rapidement abordé. Je pense que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, propose des modèles inclusifs qui doivent permettre la transition écologique avec la convergence vers l'emploi local. Je pense que ce sont des modèles que nous, entreprises, nous devons explorer pour voir comment transformer un peu notre modèle opérationnel de manière à maximiser notre impact social positif et donc accélérer les mécanismes d'insertion. Donc pour conclure, les solutions, elles sont connues et je pense que projet par projet, la clé d'entrée, ça doit d'abord être de se demander à quoi ça sert
avant de se demander comment ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait vite. Et désolé d'avoir précipité vos 2 dernières interventions. On arrive au terme de cette table ronde et on a une capsule vidéo de Suez sur la gestion et la sensibilisation de l'eau, justement à destination des publics les plus fragiles pour conclure cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fabrice. La précarité économique s'accompagne bien souvent d'une situation de mal logement. Les ménages précaires ont de la difficulté à régler leurs installations d'eau, voire à les réparer, ce qui peut engendrer des gaspillages d'eau et une facture très élevée. Donc face à ce constat, Suez a mis en place un service innovant et préventif de lutte contre la précarité hydrique. Il s'appelle la plomberie solidaire. Ce service s'adresse à des ménages précaires qui peuvent connaître des surconsommations d'eau, surconsommations qui peuvent les faire basculer en situation de précarité hydrique. Le service plomberie solidaire s'organise autour de 3 grandes briques d'action. Ça commence par de la sensibilisation, donc sensibiliser les ménages aux enjeux de l'eau, mais également aux éco-gestes et au b.a.-ba de la réparation des installations d'eau. Il permet dans un second temps, pour tous les ménages qui sont volontaires, de bénéficier d'un diagnostic technique à domicile. À ce moment-là, si un besoin est détecté, on peut également prendre en charge, grâce à ce service, des réparations de petites plomberies qui vont permettre déjà d'ajuster les installations et les équipements, éviter les premiers gaspillages. La connaissance des territoires et nos participations aux actions locales nous permettent de fédérer des acteurs locaux, des acteurs de l'insertion, des acteurs des bailleurs sociaux et de mobiliser les équipes de nos collaborateurs. Nous pouvons ainsi apporter nos savoir-faire, apporter notre expertise en gestion de projet et apporter des éléments de communication. Nous avons été convaincus par ce projet dans la mesure où il participe à une campagne de sensibilisation aux éco-gestes et aux économies d'énergie pour nos locataires. Par ailleurs, cela nous a permis d'effectuer une veille technique sur nos logements et d'anticiper de gros problèmes techniques, notamment liés aux problèmes de dégâts des eaux. Pour nous, ça nous a permis de voir qu'on pouvait tous agir sur un même territoire avec différents acteurs de différents milieux, le secteur privé, le secteur public, le secteur de l'accompagnement à domicile.